Nomination d'un nouveau chef du Mossad, Monsieur D, l'actuel directeur adjoint des services secrets extérieurs israéliens. Celle d'un nouveau chef de la police, Kobi Shabtai, actuel commandant des gardes frontières. Dernière des 3 années de mandat du chef d'état-major de l'armée israélienne Aviv Kochavi. Va-t-il être prolongé ou non? On l'a bien compris, Israël va connaître ces prochains mois des nouveaux responsables sécuritaires dans une région toujours aussi tendue. Et hasard du calendrier ou pas, au moment où il y a une nouvelle administration américaine, y compris un prochain chef de la CIA et un prochain président en Iran en juin 2021. Nous vous parlions la semaine dernière d'une tribune conjointe israélo-amirati pour que la France reconnaisse le Hezbollah comme entité terroriste. Écoutez, on en parle juste après avec les principaux concernés. Dans la ligne de mire de Jérusalem et d'Abu Dhabi, le Hezbollah, une organisation qui, selon les deux pays, nuit clairement aux intérêts du Proche et Moyen-Orient. Ebtessam Al-Ketbi est émirati, présidente du Centre de politique des Émirats arabes unis. Ron Prosor est quant à lui ancien ambassadeur d'Israël aux Nations unies, président de l'Institut Abba Eban. Et c'est ensemble qu'ils publient une tribune, appelant la France à désigner le Hezbollah comme organisation terroriste. Et pour parler de cette tribune conjointe chez nos confrères du Point, où Ron Prosor et Ebtissam Al-Kadbi exhortent la France de reconnaître le Hezbollah comme entité terroriste, nous vous avons demandé, Madame et Monsieur, d'être nos invités dans notre émission Défense. Tout d'abord, gentleman oblige, Ebtissam Al-Kadbi, merci d'être avec nous, et ambassadeur Ron Prosor également. Alors, première question, comment est né ce projet commun, Ron Prosor? First and foremost, avant toute chose, je dois dire que ça a été un plaisir de travailler avec les Émirats arabes unis depuis Israël pour la première fois et de pouvoir présenter le problème que nous pose le Hezbollah dans la région. Quand on examine le cas de la France, il est évident que c'est un pays qui a toujours protégé le Liban, mais qui veut vraiment la stabilité. Et il est clair que le Hezbollah fait partie du problème, pas de la solution. Prenez par exemple les explosions qu'il y a eu à Beyrouth. Le fait que le Hezbollah empêche la formation d'un gouvernement libanais. Du point de vue de la France, c'est un problème aussi bien interne qu'externe. Et je crois que le message qu'on peut en tirer, c'est que nous devons agir ensemble avec tous les pays qui font partie de ce que j'appelle la coalition de la volonté. Et par là, j'entends les pays qui ont la volonté de s'allier pour offrir à leurs citoyens un avenir meilleur, pas pour se retrouver dans un monde radicalisé dominé par des pratiques moyenâgeuses. Ebtissam, vous êtes la première femme à diriger un think tank arabe et qui plus est spécialiste de sécurité, de terrorisme également. Est-ce que vous pensez que votre voix bouscule les codes? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Et pour répondre à votre question, oui, je le crois. Il y a 2 ans, nous avons animé un atelier sur le Hezbollah qui couvrait tous les aspects de l'organisation, que ce soit sa structure, son idéologie et sa relation avec l'Iran. Le résultat, c'est que le Hezbollah s'est retrouvé très embarrassé et très frustré parce que nous avions exposé, parce que ça a été diffusé. À un point tel que Nasrallah nous a attaqués lors d'une interview sur Al Jazeera et a déclaré que l'Institut politique émirati et moi-même étions une menace pour les intérêts de la région. Alors oui, quand on présente ses problèmes et ses recommandations d'un point de vue scientifique, comme je l'ai fait avec Ron et comme je l'ai écrit dans l'article, on déchaîne la colère de ceux qu'on expose. Ebtissam, est-ce que votre voix trouve un écho dans tout le monde arabe, contre tous les extrémismes, tant chiites que sunnites? Regardez,
Quand la France considère le Hezbollah comme une composante de la société libanaise, c'est vrai. Et ici, on parle des chiites. Mais en tant qu'organisation en lien avec le terrorisme qui déstabilise le Liban et la région, alors la France devrait adopter une autre position et mettre en place des actions différentes. Nous n'avons pas de problème avec les chiites, qui sont une ethnie à part entière de la société libanaise. C'est avec le Hezbollah que nous avons un problème. C'est une organisation parallèle au gouvernement et à l'État qui a décrété que personne ne peut rien faire au Liban sans le Hezbollah. Ambassadeur Prosor, on sait que votre travail a aidé l'Allemagne à déclarer le Hezbollah entité terroriste. Qu'attendez-vous du Quai d'Orsay, qui a non seulement plus d'intérêt au Proche-Orient que Berlin et surtout toujours refusé d'étudier la question? Premièrement, j'aimerais vous rappeler que pendant de nombreuses années, nous avons toujours cru que le Hezbollah était une association libanaise qui servait les intérêts du pays au premier plan. Mais quand la guerre en Syrie a éclaté, nous nous sommes rendus compte que les dirigeants à Téhéran ont dit à Nasrallah qu'ils ne pouvaient pas rester indécis, qu'ils avaient besoin qu'il agisse en Syrie. Et donc, en substance, le Hezbollah était censé défendre les intérêts libanais avec son armée indépendante pour tuer les sunnites en Syrie, en sachant que ça entraînerait une réaction violente. C'est un avertissement pour la France et pour l'Europe qui dit: chers amis, il est temps que vous vous assuriez qu'une organisation comme celle-ci ne puisse pas agir aussi impunément. Assurez-vous que le Hezbollah ne se serve pas de l'Europe pour faire de l'argent grâce au trafic de drogue, au blanchiment d'argent et par le biais de diverses associations caritatives qui sont utilisées pour financer le terrorisme et créer des ravages dans le monde entier. Et on l'a vu quand le président Macron s'est prononcé contre le radicalisme. Aujourd'hui, il est important que la France, dans son propre intérêt, se positionne en tant que pays dirigeant, non seulement pour s'occuper de ce qui se passe en France, mais aussi dans toute l'Union européenne. Ron Prosor, est-ce que Paris vous a répondu? Paris ne m'a pas répondu directement à proprement parler. Mais quand on voit que le président Macron et tout le gouvernement français ont compris que le Hezbollah faisait partie du problème et non de la solution, aussi bien au Liban que dans la région, je crois qu'il est temps pour la France de prendre ses responsabilités. C'est un pays qui sait ce qu'il faut faire pour défendre ses intérêts, et là, ce sont les intérêts de l'Europe tout entière qui sont en jeu. Ibtissam, ça sera ma dernière question. Israël a été invité à participer à l'ISA, l'Alliance de sécurité internationale, avec des pays comme les Émirats et le Maroc. Est-ce que le monde arabe est prêt à accepter le savoir-faire israélien en HLS, en sécurité intérieure? Je dirais que les gagnants sont déjà dans le même train. Et si on veut faire partie de ce groupe de pays qui se dirigent vers la prospérité, la stabilité et la paix dans la région, il faut sauter dans ce train. Les perdants resteront là, à regarder le train passer et continueront à fomenter des plans. Parce que le temps file, et en conclusion sur le Hezbollah, je dirais qu'on ne peut pas l'affaiblir si l'on ne tarit pas les ressources que l'Iran lui octroie. Le problème de fond, c'est l'Iran. Merci beaucoup, Ron Prosor et Ibtissam El-Kadbi, d'avoir accepté, bien évidemment, de parler de ce projet commun, de cette tribune commune que vous signez pour que la France accepte de reconnaître le Hezbollah comme entité terroriste. Merci à vous. J'aimerais dire en conclusion que ça a été un privilège et un honneur. Je crois que ça montre bien le travail que nous faisons avec Ibtissam El-Kadbi et l'Institut. J'espère que nous continuerons à collaborer ensemble pour la stabilité de la région et le bien-être de nos peuples. Merci, c'est un privilège et un honneur. Et à moi de le dire également en arabe. Merci beaucoup.
Et au cœur des accords d'Abraham, des liens commerciaux, touristiques, mais aussi sécuritaires se multiplient entre Israël et des pays arabes. Le dernier en date, Océane Nicole, bonsoir, nous venons de l'évoquer avec nos invités. Israël rejoint l'Alliance internationale de sécurité. Tout à fait, Mathias. Israël qui devient donc le 10e membre de cette organisation qui vise donc à faire face et à lutter contre la criminalité organisée et transnationale. Cet organisme, donc l'Alliance internationale de sécurité, elle a été créée en 2017 conjointement par la France et les Émirats arabes unis. D'ailleurs, le siège de cette organisation est d'ailleurs basé à Abu Dhabi. Et outre donc les deux pays fondateurs et maintenant Israël, il y a aussi l'Espagne, l'Italie, le Maroc, le Sénégal, le Bahreïn, la Slovaquie et Singapour qui font également partie de cette alliance internationale de sécurité. C'est la première coopération politique et à la fois sécuritaire de ce genre entre Israël et entre d'autres pays arabes comme les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc ou encore le Sénégal. C'est du jamais vu. D'ailleurs, pour Amir Ohana, le ministre israélien de la sécurité intérieure, eh bien, c'est une étape importante dans la promotion de la paix et de la sécurité dans notre région. Tels sont ces mots. Regardez, je cite, au nom du gouvernement israélien, je souhaite à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre gracieuse invitation à rejoindre l'Alliance internationale de sécurité. Votre leadership courageux nous permettra d'offrir une meilleure sécurité personnelle, une meilleure qualité de vie et la paix pour les populations que nous servons tous. Alors concrètement, Mathias, l'Alliance internationale de sécurité va servir à Israël notamment à favoriser la coopération entre les différents ministères de la sécurité intérieure de tous ces pays membres, des 10 pays membres, donc dans plusieurs domaines, que ce soit à la fois dans le domaine de la police ou encore dans le domaine de la sécurité. Il y aura aussi des échanges d'informations, des échanges d'expertise, des échanges d'expérience aussi, afin toujours d'assurer la sécurité et la paix dans le monde. C'est ce que veut donc cette alliance qui serait donc extrêmement bénéfique pour Israël. Et Océane, j'ai une autre question. J'en profite de l'occasion pour dire aux fidèles, d'ailleurs, téléspectateurs de Défense, que vous allez nous quitter, hein, si je ne me trompe pas, pendant quelques mois, mais cela pour la bonne cause. Je vous souhaite donc, de tout mon cœur et de celui de l'équipe, un agréable congé maternité, Océane, et de revenir très vite en pleine forme et, si j'ose dire, bien armé. Et nous vous parlons souvent des menaces qui pèsent sur les patrouilles de l'armée israélienne le long de la frontière avec le Liban. Nous avons suivi l'une d'entre elles lors d'un convoi le long de la barrière de sécurité. Reportage accompagné de mon caméraman Daniel Bock. Casque et gilet pare-balles, ces soldats qui pénètrent dans ce corridor de sécurité le long de la frontière avec le Liban n'ont pas d'autre choix que de se protéger. Nous sommes embarqués avec eux, 3 jeeps en tout. Tous mes soldats ont entendu le discours de Nasrallah qui a clairement dit qu'il ne sera pas tranquille tant qu'il ne se vengera pas, tant qu'il ne tuera pas un soldat israélien. Nous connaissons cette menace, mais elle ne doit pas nous empêcher d'opérer. Cela ne peut qu'accroître notre vigilance. Cela fait presque 4 mois que Tsahal prend d'énormes précautions à chaque sortie d'un convoi militaire le long de cette barrière. Car le Hezbollah l'a déjà prouvé. Plusieurs attaques contre les soldats israéliens. Alors pour le commandant Gilad, il faut toujours partir du principe que le mouvement chiite est prêt à en découdre. L'ennemi sait que nous sommes ici. Mais connaît-il l'heure à laquelle nous sommes entrés dans ce couloir de sécurité? Sait-il que nous rentrerons à 3 voitures? Que nous nous arrêterons ici? Ça, il ne peut pas le savoir. Face à la menace, l'armée israélienne a changé diamétralement de stratégie. À chaque sortie, c'est toute une organisation qui se met en place. Je parle des systèmes de collecte de renseignements et de contrôle visuel qui surveillent nos mouvements et ceux de l'autre côté de la frontière. Une unité de blindés qui se tient prête à frapper en quelques secondes en cas d'incident. Et une batterie d'artillerie en état d'alerte constant qui suit notre patrouille et ceux de l'ennemi. Confirmation quelques kilomètres plus loin avec l'officier des commandos blindés. Les tanks derrière moi protègent les patrouilles le long de la frontière. Mon unité commando se tient prête également à tout incident, que ce soit une infiltration ou une attaque directe contre nos forces. Les premières forces sont prêtes en moins de 2 minutes. La deuxième équipe en 4 minutes. Notre capacité de réaction est dépendante du temps que nous mettons à quitter la base.
Il faut constamment réduire le temps de réaction de toutes les forces. Le long de la barrière, pas le temps de réfléchir. Il faut constamment être sur ses gardes et surveiller. C'est l'une des positions de collecte de renseignements de l'ennemi qui est déployée le long de la frontière. Nous cherchons aussi à collecter ses mouvements. Mais quelqu'un est sur place, vous les avez vus? Je n'ai vu personne via mes jumelles. Les sentinelles ne m'ont rien dit non plus, mais nous partons du principe qu'ils collectent à tout moment des renseignements sur nous. Nous reprenons alors la route, direction l'une des zones les plus sensibles de cette frontière. Car ici, c'est à pied que les soldats patrouillent. Suivis de près par l'une des jeeps, mais rien ne remplace la surveillance humaine le long de cette frontière. Nous le vivons au quotidien. Je parle des menaces d'infiltration et des trafics en tout genre. Il faut se rappeler que la crise économique frappe très durement le Liban. Une personne sur 3 vit sous le seuil de pauvreté et cherche à s'infiltrer en Israël et tenter sa chance. Ça se passe ici? Oui, à certains endroits de cette barrière. Mais dans l'absolu, le Hezbollah peut aussi envoyer un travailleur émigré ou autre et vous attirer à la frontière et frapper. Même lorsque nous sommes à pied, nous ne sommes jamais seuls. Il faut savoir réagir en fonction de l'incident et être le plus efficace possible. Peut-on clairement identifier que toutes les tentatives d'infiltration de personnes ou de drogue sont pilotées par le Hezbollah qui tire les ficelles? Nous devons être capables de réagir en fonction de l'incident. Même constat pour l'officier Sahar, être prêt 24 heures sur 24. Il exige de ses soldats d'être opérationnels à tout moment face à un ennemi qui reste invisible. Ma mission est de protéger les villages frontaliers. S'ils sont touchés, de mon point de vue, j'ai failli à ma mission. Lorsque le Hezbollah annonce que son objectif est de planter son drapeau au cœur d'un village israélien, c'est par moi qu'il devra passer. C'est à moi de l'en empêcher. Notre présence dérange visiblement ces soldats de l'armée libanaise, à quelques centaines de mètres de notre position. L'un d'entre eux, devant notre caméra, va chercher des jumelles, nous observe. Un deuxième dévoile notre présence via son appareil de communication, avant qu'un troisième soldat ne les rejoigne. Impossible de dire s'il s'agit réellement de soldats de l'armée régulière libanaise ou d'hommes du Hezbollah habillés en treillis. Le Hezbollah pense que nous sommes faibles. Nous ne venons pas faire uniquement acte de présence à la frontière, mais nous agissons s'il le faut. La question est de savoir, le moment venu, quel sera le rapport de force entre des soldats israéliens, certes surentraînés, et un Hezbollah déployé sur les zones de guerre en Syrie, en Irak et au Yémen. Amjad Taha, merci d'être mon invité dans l'émission de Défense. Votre première visite en Israël, ici au King David à Jérusalem. Votre impression, est-ce que vous vous sentez d'abord en sécurité en Israël ? Oui, totalement, bien sûr qu'on se sent en sécurité ici à Ourchalim, Jérusalem, Al-Quds. On se sent vraiment en lieu sûr grâce aux mesures de sécurité, grâce à la police. La politique sécuritaire ici est vraiment très bonne. On se sent protégé. Vous dites même Jérusalem en hébreu, c'est incroyable. Vous savez, Jérusalem, c'est l'un des endroits les plus névralgiques au monde, les plus tendus. Et pourtant, on vous sent complètement détendu, justement. Comment ça se passe? C'est grâce aux gens d'Ourchalim, de Jérusalem, Al-Quds, et surtout à ceux qui vivent ici, à Jérusalem-Ouest. C'est un peuple très pacifique, très attentionné. Un peuple qui aime la vie, des gens qui aiment transmettre l'amour, la paix, les valeurs de prospérité, de coexistence autour d'eux. On a vu ça un peu de partout, du moins dans la partie ouest de Jérusalem. Je vais être très honnête avec vous. Quand nous sommes allés à Jérusalem-Est, je me suis posé la question suivante. Pourquoi est-ce que nous, qui sommes arabes, musulmans, et qui partageons donc cette caractéristique avec la plupart des Palestiniens, pourquoi n'avons-nous pas le droit de porter notre habit traditionnel quand nous nous rendons à la mosquée à Al-Aqsa? Nous avons vu une femme musulmane originaire du Golfe aller prier à la mosquée. Elle est allée prier comme n'importe quelle femme arabe musulmane, exactement comme n'importe quelle palestinienne. Alors pourquoi s'est-elle fait insulter? Pourquoi est-ce que cette culture existe de l'autre côté?
Qui est derrière ce type de radicalisation? Les Palestiniens ne doivent pas traiter les Arabes qui sont de la même origine qu'eux, de la même manière que les nazis traitent les Juifs. Pourquoi est-ce que nous devons renoncer à notre style vestimentaire, retirer le foulard de notre tête, nos habits traditionnels, pour que les Palestiniens de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem ne nous reconnaissent pas et pour que nous puissions prier en secret? Ce genre de comportement nous rappelle l'époque où les Juifs devaient cacher leur identité et leur religion en Asie. Quand ils voulaient aller quelque part, ils devaient changer d'apparence. Certains Palestiniens traitent exactement de la même façon les individus qui viennent des Émirats ou de Bahreïn et qui se rendent à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem pour prier. Pourquoi insulter ces gens? Ils ne sont pas d'accord ou pas d'accord avec Israël, ils ne sont pas d'accord ou pas d'accord avec l'OLP ou l'autorité palestinienne. S'ils viennent ici, c'est juste pour prier Dieu, la même personne qu'ils prient eux aussi pour avoir la paix. C'est pour cette raison qu'ils sont là. Et alors qu'ils sont là pour prier, ils se font agresser. Ils se font insulter par certains Palestiniens. Et je dis bien certains, car il s'agit là d'une toute petite minorité. Lui, l'un des experts israéliens, a dit que le mur arabe du veto palestinien est tombé avec les accords d'Abraham. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Vous savez, les Arabes n'ont plus envie d'être les otages de la cause palestinienne ou de l'OLP. Alors oui, nous voulons que les Palestiniens puissent jouir de leurs droits et de leur dignité, de la même manière que les Israéliens et certains Palestiniens qui vivent en Israël et à Tel Aviv. Et je peux vous dire que j'en ai rencontré beaucoup. Ils vivent en paix, dans la prospérité, la dignité, et Israël leur offre une éducation, les nourrit, les soutient. Et ils n'ont aucun problème avec ça. Ces gens-là, les Arabes, les pays arabes, les jeunes pays arabes, ils veulent tous la paix. En aucun cas, ils ne veulent la guerre. Les gens ne soutiendront plus la guerre. Et ce que j'ai vu ici en Israël, c'est que tous les gens, les jeunes, les enfants, les seniors, eh bien tous ces gens-là veulent la paix. Ils ne veulent pas qu'il y ait la guerre. Si Israël voulait la guerre, le pays possède l'arme nucléaire et pourrait très bien s'en servir, mais il ne l'a jamais utilisée contre les pays arabes. En réalité, il est temps que les enfants israéliens ne soient plus confrontés aux roquettes, qu'ils ne soient plus terrifiés quand ils en voient dans le ciel, ou quand ils entendent la sirène. Et qu'ils sont obligés de courir se protéger dans les abris. Ils ont le droit de vivre une enfance normale. Pourquoi doivent-ils subir ça? C'est pareil pour les enfants palestiniens, le Hamas. Et les radicaux doivent cesser de les utiliser et de les pousser à commettre des crimes. Amjad, vous êtes d'origine bahreïnie, où on sait que la population bahreïnie est à majorité chiite. Derrière, c'est l'Iran. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, Amjad Taha, d'un Iranien qui veut la guerre avec Israël? Aujourd'hui, le régime iranien est le seul ennemi du peuple arabe et des États arabes du Golfe. Le monde arabe et les habitants des États arabes du Golfe doivent s'allier à Israël contre le régime iranien. Le régime iranien est à l'heure actuelle notre unique ennemi. Les Iraniens ont tiré des roquettes contre la Mecque. Israël n'a jamais fait ça et ne le fera jamais. Et qu'est-ce que vous avez à répondre au moment où vous dites ça? Ça sera ma dernière question, Amjad Taha. Au moment où Mahmoud Abbas, Abou Mazen, est au Qatar, actuellement, le Qatar qui soutient le Hamas, qui soutient l'Iran. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? L'OLP est corrompu, tout le monde le sait. Qu'est-ce que l'OLP et Mahmoud Abbas ont donné au peuple palestinien? Rien du tout, que de la corruption. Tous les Palestiniens devraient savoir qu'Abbas a des maisons à Genève, à New York, qu'il dilapide l'argent qu'il reçoit de la part du Qatar. Il y a des preuves qui confirment que c'est vrai.
Et son fils, où est son fils? Lui passe du temps à New York et il est parfois à Tel Aviv. On l'a vu. On a vu tous ces gens de l'OLP en train de se détendre et de prendre du bon temps à Tel Aviv. Et quand les médias les interrogent, ils insultent Israël. Israël est le pays qui s'est désengagé de Gaza en 2005. Et ça veut dire une seule chose, qu'Israël voulait la paix. Comme l'OLP ne pouvait pas contrôler la bande de Gaza, alors elle l'a transmise au Hamas. Aujourd'hui, il n'existe plus aucune différence entre l'OLP et le Hamas, à part peut-être le langage que les deux organisations utilisent. Parce que quand on veut la paix, eh bien on fait tout. On soutient toutes les solutions possibles pour y parvenir. Je voudrais donner un conseil au peuple israélien, même si je pense qu'il n'en a pas besoin. Il ne faut en aucun cas négocier avec le Hamas et accepter que le Qatar donne de l'argent au Hamas. Le Hamas veut cet argent. On fait payer le régime qatari pour le Hamas. Ce n'est pas comme ça qu'on obtient la paix. On obtient la paix en libérant les Palestiniens qui sont les otages du Hamas. On obtient la paix en soutenant les révolutions et les manifestations contre l'OLP et contre le Hamas. Les Palestiniens doivent se révolter, se soulever contre la corruption, contre le Hamas, qui utilise des enfants, qui tire des roquettes depuis des écoles et des hôpitaux. Pourquoi des enfants israéliens sont-ils obligés d'aller se cacher dans des abris parce qu'un Palestinien a décidé de tirer une roquette depuis une école? Ensemble, nous nous tenons, ensemble, nous prospérons. Vous ne serez plus jamais seuls. Thank you very much. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Thank you. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Défense. Restez connectés sur i24 News. À la semaine prochaine.